J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Tenez bon, je vais ouvrir. Il vivait seul dans les montagnes du Jura, jusqu'à ce qu'un lynx vienne frapper à sa porte. Ce qu'il entendit n'était pas un simple coup. Ce n'était pas le hurlement du blizzard de février qui, depuis 3 jours déjà, recouvrait la montagne d'une fine poussière de glace piquante comme des aiguilles. C'était un grattement, faible mais désespéré, comme si une créature griffait les épaisses planches de la porte avec ses dernières forces. Stéphane s'immobilisa, une casserole à la main. En 10 ans de réclusion totale, aucun son n'avait jamais troublé le seuil de son chalet, hormis ceux que la nature elle-même engendrait. Le vent dans les sapins, le craquement d'une branche sous le poids de la neige, le cri lointain d'une chouette hulotte. Ce son-là était différent. Il était une anomalie, une supplique. Il posa la casserole sur le poêle qui refroidissait lentement et décrocha du mur son vieux fusil de chasse à 2 canons. Ses mouvements étaient lents, mesurés, perfectionnés par des années de solitude. Pas la moindre trace de précipitation. Il n'avait pas peur. La peur était morte en lui depuis longtemps, ne laissant derrière elle qu'un calme glacial, comme une terre brûlée. Mais ce bruit perturbait l'ordre. Son ordre. Il s'approcha de la porte et tendit l'oreille. Le grattement reprit, suivi d'un choc sourd et lourd, comme si un corps sans volonté venait de s'effondrer sur le seuil. Stéphane retira le lourd verrou de chêne. La porte céda dans un gémissement, et un tourbillon de vapeur glaciale et de poudreuse envahit la pièce unique du chalet. Sur le perron enneigé, recroquevillé en une boule pitoyable, gisait une bête. Ni un chien, ni un loup. Une fourrure tachetée, d'un gris fumé, des pinceaux de poils noirs au bout des oreilles et une queue courte, comme tronquée. Un lynx. Un énorme chat sauvage, le seigneur de ces forêts, gisait à ses pieds, son corps secoué de tremblements fins, des soubresauts d'agonie. Mais ce n'est pas cela qui fit reculer Stéphane, l'ancien chirurgien qui avait tout fait pour oublier son propre nom. L'une des pattes avant de l'animal était broyée dans les mâchoires rouillées d'un piège de braconnier. L'acier s'était enfoncé profondément dans la chair, transformant la patte en une bouillie sanglante et enflée, gelée dans la neige. Stéphane vit des yeux jaunes, emplis d'une douleur insoutenable, qui se fixèrent un instant sur lui. Dans ce regard, il n'y avait aucune agressivité. Uniquement une prière muette. La première pensée qui traversa son esprit fut simple et brutale, comme les montagnes elles-mêmes. L'abattre. Mettre fin aux souffrances de l'animal et restaurer le silence violé. C'eût été la chose à faire. Un acte de pitié. Il épaula même le fusil, alignant le point de mire sur la tête de la bête. Son doigt se posa sur la détente froide. Disant qu'il tuait pour survivre. Il chassait pour la viande, pour les peaux. C'était une partie de son pacte avec la montagne, une partie de son autopunition. Mais maintenant, en fixant ses yeux qui s'éteignaient, il ne pouvait pas. Quelque chose au fond de lui, une chose ancienne, presque oubliée, se révolta. L'instinct du médecin, qu'il avait si méticuleusement tenté d'enterrer sous le masque de l'ermite, s'avéra plus fort. Il abaissa lentement son arme. Malédiction. C'était sa malédiction. Il n'avait pas pu laisser mourir à l'époque, il ne le pouvait pas non plus maintenant. Avec un grognement sourd, qui ressemblait plus à un rugissement de frustration, il enjamba le seuil. Le lynx ne bougea pas lorsqu'il le souleva. Il était lourd, une vingtaine de kilos de chair glacée et exsangue. Il le traîna à l'intérieur et referma la porte, coupant court au blizzard. Le petit chalet devint soudain exigu. Une odeur de fourrure mouillée, de sang et de fauve emplit l'air confiné. Stéphane déposa le lynx sur une vieille peau d'ours près du poêle. L'animal eut un faible soubresaut de la tête, un grondement rauque s'échappa de sa gueule. Stéphane l'ignora. Il alluma une lampe à pétrole, et sa lumière vacillante arracha à la pénombre les détails de l'horrible blessure. Le piège était vieux, de fabrication artisanale. Quelqu'un l'avait posé là et l'avait oublié. Le lynx avait dû traîner cette mort de fer pendant des jours, jusqu'à ce que la douleur, la faim et l'hémorragie les vidaient de toute force. La tâche qui l'attendait maintenant était bien plus complexe que la chasse. Libérer la patte. C'était une opération. Sans anesthésie, sans assistant, avec un patient qui pouvait à tout moment lui trancher la gorge. Stéphane agit avec méthode, comme dans cette vie passée. Il fit fondre de la neige dans une casserole, y jeta son couteau de chasse à large lame et 2 grands clous. Pendant que l'eau bouillait, il trouva dans ses maigres réserves une bouteille d'eau de vie locale.
Sa réserve d'urgence en cas de gelure ou de blessure, sa propre blessure. Il déchira un morceau de tissu propre d'une vieille chemise. Tout était prêt. Il s'approcha du lynx. La bête le suivait d'un regard fixe. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Stéphane s'accroupit, s'efforçant de ne faire aucun mouvement brusque. Doucement, pour la première fois depuis des années, il parla à voix haute, et sa propre voix lui parut étrangère, rauque. Doucement, le chat. Il tendit la main, non pas vers le piège, mais vers la tête de l'animal. Le lynx se cabra, dévoilant des crocs jaunes. Un sifflement, semblable au son d'un tissu qu'on déchire, sortit de sa gueule. Stéphane ne bougea pas. Il la regardait droit dans les yeux, essayant de transmettre ce qui lui faisait presque défaut à lui-même, la confiance. Lentement, centimètre par centimètre, il abaissa sa main et toucha la fourrure entre les oreilles. Le corps de la bête se tendit comme un ressort, mais l'attaque ne vint pas. Il versa un peu d'eau de vie sur le piège, sur le sang coagulé. Le lynx tressaillit à l'odeur âcre. Le plus difficile restait à faire. Ouvrir les ressorts. Il prit les 2 gros clous qu'il avait fait chauffer dans le feu. S'en servant comme de levier, il les inséra dans le mécanisme. Le métal rouillé résistait. Stéphane pesa de tout son poids. Son visage était à quelques centimètres de la gueule entr'ouverte. Il sentait le souffle chaud et rauque de la bête. Les muscles de ses bras se gonflèrent sous l'effort. Avec un grincement répugnant, un premier ressort céda. Le lynx poussa un hurlement, un cri aigu et perçant, comme celui d'un enfant. Ce son frappa Stéphane en plein plexus, lui coupant le souffle. Une autre image s'imposa à lui, l'espace d'une seconde, la lumière crue d'une salle d'opération, le bip des moniteurs, et une petite fille sur la table. Il secoua la tête avec fureur, chassant le fantôme. Pas maintenant. Il appuya de nouveau. Un craquement sec. Le deuxième ressort sauta. La gueule dentée du piège s'ouvrit. Stéphane jeta l'engin de torture sur le côté. Il heurta le sol en pierre avec un bruit métallique. La patte était libre, mais ce qu'il en restait était une vision d'horreur, os broyés, tendons déchirés, chair noircie par une gangrène naissante. Stéphane comprit qu'un simple nettoyage ne suffirait pas. Pour sauver la vie de l'animal, il fallait couper, amputer ce qui était déjà mort. Ses mains tremblèrent. Disant qu'il n'avait pas tenu un scalpel. Ses outils étaient la hache et le couteau à dépecer. Mais maintenant, ses mains se souvenaient d'elles-mêmes. Il prit son couteau de chasse, encore chaud et stérile. Il savait que la bête, même mourante, se défendrait. Il devait l'immobiliser. Il jeta une vieille bâche sur le lynx, ne laissant dépasser que la patte mutilée et la tête, puis il l'immobilisa avec son genou, sentant les muscles se contracter frénétiquement sous la toile. Il travailla vite, avec précision, coupant tout ce qui était nécrosé. Le sang gicla sur le sol. Le lynx se débattait sous lui, émettant des grognements sourds et étouffés. Stéphane n'y prêtait pas attention. Il n'était plus dans son chalet du Jura. Il était là-bas, dans cette salle d'opération, dans son enfer personnel, où il rejouait encore et encore son erreur. Il ligatura l'artère, posa une suture grossière avec un tendon de serre, arrosa abondamment la plaie d'eau de vie et la banda fermement avec le reste de sa chemise. Quand tout fut terminé, il recula en rampant. Le lynx était immobile. Un instant, il crut qu'il était mort. Qu'il l'avait tué. Il colla son oreille contre sa poitrine et entendit les battements faibles et irréguliers du cœur. Vivant. Il s'effondra sur le sol, respirant lourdement. La sueur lui brouillait la vue. Ses mains le brûlaient. Le silence dans le chalet redevint dense, épais, mais il contenait désormais un autre son, le souffle d'une bête blessée. Il la nomma intérieurement Félina, pour la férocité avec laquelle elle s'accrochait à la vie. Plusieurs jours s'écoulèrent dans un silence tendu. Stéphane soignait Félina, changeant les pansements, lui apportant de l'eau dans une écuelle. Elle refusait de manger. Il lui présentait les meilleurs morceaux de viande séchée, mais elle se contentait de retrousser les babines et de se détourner. Elle s'affaiblissait à vue d'œil. Stéphane comprenait que si elle ne se nourrissait pas, tout aurait été vain. Le 4e jour, il revint de la chasse avec un faisan. Après l'avoir plumé, il découpa la poitrine encore tiède et saignante et la déposa près de Félina. Elle fixa longtemps la viande, puis le regarda lui,
et enfin, lentement, avec un effort visible, elle rampa jusqu'au morceau et commença à le déchiqueter avidement. À cet instant, pour la première fois depuis des années, Stéphane ne sentit pas le vide, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Une autre semaine passa. Félina commençait à se rétablir. Elle pouvait désormais se tenir assise, en appui sur sa patte valide. La plaie cicatrisait. Elle ne le laissait toujours pas s'approcher de trop près, mais elle ne sifflait plus quand il changeait le pansement. Elle se contentait d'observer, silencieuse, scrutatrice. Sa présence avait tout changé. Le silence n'était plus absolu. Il était maintenant ponctué par le crissement de ses griffes sur le plancher, un léger ronronnement, le bruit d'une respiration. Stéphane se surprit à lui parler. « Alors, Félina ?» La tempête s'est calmée. « Demain, on ira chercher du bois. » Il parlait dans le vide, mais le vide lui répondait par le regard silencieux de ses yeux jaunes. Un matin, en inspectant ses collets non loin du chalet, il tomba sur une trace étrangère. L'empreinte profonde et nette d'un pneu de motoneige. Il se figea. En 10 ans, personne ne s'était jamais aventuré sur son territoire. Il suivit la trace. Son cœur, depuis longtemps habitué à un rythme mesuré, se mit à battre plus vite. La trace le mena à un pin sambro abattu. Et là, il vit ce qui lui glaça le sang. Un collet frais en câble d'acier, posé sur une piste à ours. Et un autre à côté. Et encore un autre. Un peu plus loin, à moitié recouvert par la neige, gisait un piège vide, rouillé, exactement le même que celui qu'il avait retiré de la patte de Félina. Des braconniers. Ils opéraient ici. Et ils travaillaient salement, à grande échelle. Stéphane grimpa sur une petite crête qui dominait la vallée. La trace de la motoneige serpentait, croisant ses propres sentiers de chasse, et filait plus loin vers l'est. Mais quelque chose le poussa à regarder dans l'autre direction, vers son chalet, dont la cheminée laissait échapper un mince filet de fumée. De la trace principale de la motoneige se détachait une autre trace, à peine visible, presque effacée par le vent. Quelqu'un était descendu et avait marché le long de la crête. Ses empreintes menaient à un point d'où son chalet était visible comme dans la paume d'une main. Et elle ne retournait pas à la motoneige. Elle descendait, droit vers sa demeure. Un froid qui n'avait rien à voir avec les -20 degrés ambiants le transperça. 10 ans qu'il était ici, une ombre, un fantôme. Il l'avait choisi. Il s'était dissous dans la montagne. Et voilà que quelqu'un avait envahi son monde, son sanctuaire, s'était approché de sa tanière et avait regardé à l'intérieur. Une rage froide et acérée comme une lame de couteau monta des profondeurs de son âme. Une rage non pas pour lui, mais pour Félina, pour la bête sans défense qu'il avait arrachée à la mort et qui était maintenant enfermée dans le chalet, comme dans une souricière. Il ne courut pas. Courir dans la neige profonde était une perte d'énergie et un bruit inutile. Il se mit en marche, d'un pas rapide et animal, ne laissant presque aucune trace, coupant à travers une sapinière épaisse où aucune motoneige ne se serait risquée. Il tenait son fusil à la main, le cran de sûreté retiré. Chacun de ses nerfs était tendu à l'extrême. Il écoutait. Le vent dans les cimes, le crissement de ses propres bottes, le battement de son cœur dans ses oreilles. Aucun autre son. C'était le pire. Le silence pouvait signifier que l'intrus était déjà parti, ou qu'il était tapi, en embuscade. Quand le toit du chalet apparut, il se jeta derrière une congère, se fondant dans le silence blanc. Pendant 10-15 minutes, il resta immobile, scrutant chaque centimètre carré autour de lui. La fumée de la cheminée s'élevait toujours paresseusement. La porte était fermée. Aucune trace de lutte, aucun signe de présence étrangère. Prudemment, en se courbant, il fit le tour du chalet. Les traces qu'il avait vues de la crête menaient jusqu'à la fenêtre. L'homme s'était tenu là, regardant à l'intérieur. Puis les traces allaient jusqu'à la porte. Il y avait des marques. L'intrus avait essayé de pousser la porte, de tester le verrou. Ensuite, les traces remontaient la pente, vers l'endroit où l'attendait la motoneige. Ils étaient partis. Pour cette fois. Stéphane expira un nuage de vapeur qui givra instantanément sur sa barbe. Il s'approcha lentement de la porte et retira le verrou. À l'intérieur, c'était calme. Trop calme. « Félina » appela-t-il dans un murmure. Pas de réponse.
d'habitude, quand il revenait, elle était déjà assise, la tête levée, et le suivait du regard. Sa place sur la peau d'ours était vide. Son cœur se serra. Il alluma la lampe. Elle était introuvable. Il la trouva, tapie dans le coin le plus sombre, derrière le poêle, là où il entassait de vieilles choses inutiles. Elle n'était plus qu'une boule de fourrure tremblante. Les poils de sa nuque étaient hérissés, et sa patte valide, griffe dehors, était agitée de soubresauts. Elle ne grognait pas. Elle le fixait de ses yeux grands ouverts, emplis d'une terreur primitive. Elle avait vu l'étranger, senti son odeur, l'avait entendu gratter à la porte. Stéphane s'agenouilla lentement. Il n'essaya pas de la toucher. Il s'assit simplement à quelques pas et commença à parler d'une voix basse et monotone. Il lui parla de la trace dans la neige, du vent, du fait qu'il faudrait vérifier les collets éloignés demain. Il ne s'adressait pas à elle, mais au silence que sa peur avait brisé. Il parla jusqu'à ce que les tremblements de son corps commencent à s'apaiser. 1 heure plus tard, elle sortit de sa cachette et, en boitant, regagna la peau d'ours. Elle se coucha, mais pas en boule comme d'habitude. Elle s'allongea face à la porte, la tête posée sur sa patte saine. Elle ne dormait pas. Elle montait la garde. Stéphane comprit que sa maison n'était plus une forteresse. C'était devenu une cible. La nuit se passa sans sommeil. Stéphane resta assis près du poêle à peine tiède, le fusil sur les genoux, à l'écoute du moindre bruit. Félina était à sa place, ses yeux jaunes brillant dans la pénombre. Ils étaient seuls contre le monde, et ce monde avait désormais un visage. Le matin, il prit sa décision. Il n'attendrait pas leur retour. Il leur déclarerait la guerre, sa guerre silencieuse de la montagne. Il laissa à Félina de la nourriture et de l'eau pour 2 jours, barricada mieux la porte de l'intérieur et sortit par la petite fenêtre arrière qu'il utilisait pour aérer. Il ne prit pas son fusil. Son arme serait la forêt. Il retrouva la trace de la motoneige et la suivit. Il marcha plusieurs heures avant d'apercevoir leur campement. Une petite cabane de fortune, bâtie à la hâte au fond d'un vallon, cachait des regards indiscrets. À côté, la motoneige était recouverte d'une bâche. Pas de fumée à la cheminée. Les braconniers étaient partis relever leur piège. Stéphane ne s'approcha pas. Il grimpa sur un promontoire rocheux d'où le camp était parfaitement visible, sortit de sa veste une vieille paire de jumelles, héritée de son père, et attendit. Ils revinrent à la tombée de la nuit. Ils étaient 2. L'un, grand et trapu, la cinquantaine, le visage buriné et méchant, le menton lourd. Il se déplaçait avec l'assurance d'un propriétaire. Le second était jeune, une vingtaine d'années, agité et nerveux. Il regardait constamment autour de lui, comme s'il craignait que la montagne ne l'avale. L'aîné était le chef, le jeune l'apprenti. Ils rapportaient leur butin, quelques ziblines et un renard. L'aîné, que nous appellerons Nicolas, dépouillait les peaux avec dextérité, tandis que le plus jeune, Léo, l'aidait maladroitement, recevant de temps à autre une tape sur la nuque et un sifflement rageur. Stéphane les observa jusqu'à la nuit noire, étudiant leurs habitudes, leurs itinéraires. Il comprit leur stratégie. Ils posaient des centaines de pièges sur un vaste territoire, puis faisaient une tournée tous les quelques jours pour récolter leur moisson. Ils ne chassaient pas, ils exterminaient. Le lendemain, Stéphane passa à l'action. Il ne toucha pas à leur camp. Il suivit leurs pistes. Son expérience et sa connaissance de la forêt étaient infiniment supérieures à celles de ces trafiquants venus d'ailleurs. Il trouvait leurs collets et leurs pièges les uns après les autres. Il ne les détruisait pas. C'eût été trop simple, trop évident. Il faisait pire, il les sabotait. Sur les collets, il entaillait discrètement le câble d'acier presque jusqu'au bout. Un animal le romprait facilement. Dans les pièges, il glissait une petite brindille sous le mécanisme de détente, l'empêchant de se déclencher. Il faisait cela avec une précision froide, chirurgicale. En 2 jours, il parcourut et neutralisa plus d'une cinquantaine de leurs pièges. C'était un travail épuisant, méticuleux. Il ne dormait presque pas, se nourrissant en chemin d'érelles sauvages congelées et de viande séchée. De retour à son chalet, il s'effondrait pour quelques heures d'un sommeil lourd, puis repartait dans la montagne. Félina l'accueillait en silence. Elle sentait son état. Elle voyait son visage creusé, ses yeux brûlants. Sa peur s'était dissipée, remplacée par une attente tendue.
Elle semblait comprendre qu'il se battait pour eux deux. Au troisième jour de sa guérilla, Stéphane était de nouveau à son poste d'observation. Il vit les braconniers revenir de leur tournée. Ils étaient furieux, la récolte était nulle. Il vit Nicolas donner un violent coup de pied dans la motoneige, hurler sur Léo en gesticulant. Le jeune homme se serrait craintivement contre le mur de la cabane. Il ne comprenait manifestement pas ce qui se passait. Ils mettaient leur malchance sur le compte du mauvais temps. Mais Stéphane savait que leur patience touchait à sa fin. Et un braconnier en colère et affamé est la plus dangereuse des bêtes. Il s'apprêtait à partir quand le vent lui apporta des bribes de leur conversation. Ils étaient près de la motoneige, et Nicolas pointait le doigt dans la direction du chalet de Stéphane. Les voix étaient basses, mais certains mots lui parvenaient distinctement. Ville personne, cette ermite louche, ça vaut de l'argent, quand même. Stéphane se figea, les jumelles collées aux yeux. Nicolas sortit une flasque de sa poche, but une longue gorgée et la passa à Léo. Le jeune but aussi et parut s'enhardir. Il dit quelque chose, et Nicolas acquiesça d'un signe de tête affirmatif. Puis Stéphane entendit la phrase qui lui fit parcourir un frisson glacial. C'est Nicolas qui la prononça, et sa voix ne trahissait aucun doute, seulement une certitude froide et prédatrice. Assez tourné en rond pour rien. Demain matin, on va chez lui, on prend le chat et on le liquide, pour qu'il ne nous emmerde plus. Les mots le frappèrent comme un coup de crosse à la nuque. Le froid des jumelles sembla lui pénétrer le crâne. On prend le chat et on le liquide. Ce n'était pas une menace lancée sous le coup de la colère. C'était un plan. Froid, pragmatique, définitif. Il abaissa les jumelles. Ses mains ne tremblaient pas. À la place de la peur, un vide glacial et transparent s'installa en lui, au centre duquel brûlait un seul point, le chalet. Son chalet, et Félina, enfermée à l'intérieur. Il rebroussa chemin. Pas par le même sentier, mais tout droit, à travers les chablis, par des pistes d'animaux que lui seul connaissait. Il se déplaçait sans bruit, rapide comme un loup flairant l'odeur du sang. Aucune pensée dans sa tête, seulement des calculs. Il restait 10 heures avant l'aube. 10 heures pour transformer sa tanière en piège mortel, ou y périr. Quand il se glissa de nouveau par la fenêtre, Félina l'accueillit par un grognement rauque et profond. Elle se tenait au milieu de la pièce. Les poils de sa nuque formaient une crête agressive. Elle ne le reconnaissait pas, ou au contraire, elle le reconnaissait trop bien. Elle sentait l'odeur de son adrénaline, l'odeur du danger de mort qu'il avait ramené de la forêt. Doucement, expira-t-il, et le mot se noya dans le silence qui s'ensuivit. Il ne chercha pas à la calmer. Il n'avait pas le temps. Il commença les préparatifs. Ses mouvements redevinrent précis et mesurés, comme ceux d'un chirurgien avant une opération complexe. D'abord, les fenêtres. La petite unique à l'avant, et celle par laquelle il passait à l'arrière. Il ne les barricada pas complètement. C'eût été trop visible. Il fabriqua des meurtrières. Il traîna à l'intérieur 2 grosses bûches courtes de sa réserve de bois, les installa sur le banc sous les fenêtres. Il ne restait plus qu'une fente étroite entre la bûche et l'appui de fenêtre. Assez pour passer le canon d'un fusil, mais trop petite pour qu'on puisse y tirer rapidement de l'extérieur. Ensuite, la porte. Le lourd verrou de chêne était fiable, mais on pouvait le défoncer à coups de bélier. Stéphane trouva une longue barre de fer dans son bric-à-brac. Il enfonça 2 énormes crampons de fer dans le mur à côté de la porte et passa la barre à travers la poignée, fixant ses extrémités sur les crampons. Pour ouvrir la porte, il faudrait désormais arracher non pas le verrou, mais un morceau de mur. Il vérifia son fusil. Nettoya les canons, inspecta chaque cartouche. De la chevrotine pour le combat rapproché, des balles pour la longue distance. Il disposa les munitions sur la table, à portée de main. 20 cartouches. C'était tout ce qu'il avait. Contre 2 hommes. Peut-être que cela suffirait. Ou peut-être pas. Il ranima le feu dans le poêle et mit une grande marmite d'eau à bouillir. L'eau bouillante, dans le Jura en hiver, est une arme redoutable. Il posa la marmite sur le coin du poêle. L'eau refroidissait lentement, continuant à dégager une vapeur qui rendait l'air du chalet humide et lourd. Félina suivait chacun de ses mouvements. Elle ne grognait plus. Elle s'était assise contre le mur du fond, dans le coin le plus sombre, et s'était transformée en statue. Seuls ses yeux jaunes vivaient, le suivant dans ses déplacements.
Elle sentait que le monde familier s'était effondré, que le rituel était brisé, que la nuit n'apportait pas le repos, mais la menace. Quand tous les préparatifs furent terminés, Stéphane s'assit à table. Il se versa une tasse d'eau chaude, y jeta une pincée de feuilles d'érel. Il aurait dû se reposer, rassembler ses forces, mais le sommeil ne venait pas. Il resta assis dans un silence total, seulement troublé par le crépitement du bois dans le poêle et la respiration calme de Félina. Il regarda ses mains. Des mains de chirurgien qui, pendant 10 ans, n'avaient tenu que la hache et le fusil. Des mains qui avaient sauvé ce lynx. Et maintenant, ces mêmes mains devaient tuer des hommes. Pour la première fois depuis le début de son exil, il regretta amèrement, au point d'en avoir mal à la poitrine, non pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il avait cessé d'être. Il ne pensait pas à la mort, mais à la vie. À cette petite fille dont la vie s'était arrêtée à cause de sa fatigue. À la vie de ce lynx, qui s'était mystérieusement entremêlé à la sienne. Il ne défendait pas son territoire, il défendait son droit à la rédemption, que ce chat sauvage lui avait offert. Le temps s'étirait comme de la résine. 1 heure. 2. Le blizzard au dehors s'était calmé, remplacé par un silence de gel mordant. Stéphane savait qu'il viendrait à l'aube, quand la première lueur grise rendrait la montagne visible, sans pour autant chasser les ombres de la nuit. Il attendit. Et il entendit. D'abord un grondement lointain, à peine perceptible. Un son étranger à ce monde, un son de moteur. Le grondement s'amplifia, se rapprocha, devint plus insolent. Il emplit tout l'espace, chassant le silence. La motoneige. Ils venaient droit sur lui, sans se cacher. Ils étaient sûrs de leur force, de leur impunité. Félina releva la tête. Ses oreilles au pinceau noir tressaillirent nerveusement, s'orientant vers le bruit. Un grondement sourd, guttural, monta de sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était de la haine. Stéphane prit son fusil. Ses paumes étaient sèches et froides. Il s'approcha de la meurtrière avant et regarda par la fente étroite. Dans la pénombre de l'aube, il les vit. La motoneige s'arrêta à une centaine de mètres du chalet, à découvert. 2 hommes en descendirent, Nicolas et Léo. Ils étaient armés. Nicolas avait une carabine en bandoulière, Léo un vieux fusil à un coup. Il ne se pressait pas. Il restait là, à examiner le chalet, comme pour en estimer le prix. Stéphane cala la silhouette de Nicolas dans son viseur. La distance était à la limite pour une arme à canon lisse, mais une balle pouvait l'atteindre. Il pouvait tirer maintenant. Mais quelque chose le retint. Pas la pitié. Le calcul. S'il manquait son coup, il n'aurait peut-être pas de seconde chance. Ils se séparèrent. Nicolas resta près de la motoneige, et il envoya Léo faire le tour pour l'attaquer par derrière. La tactique classique de l'abattu. Il le prenait pour une bête à débusquer de sa tanière. Stéphane se précipita vers la meurtrière arrière. Il vit Léo, courbé, courir dans la neige profonde, contournant le chalet. Il était bien plus proche. Une cible facile. Mais Stéphane ne tira pas. Le tué revenait à révéler sa position à Nicolas, qui le tenait en joue avec sa carabine. Un piège. Il l'avait piégé. Les minutes s'éternisaient. Le silence redevint oppressant. Ils attendaient. Ils attendaient qu'il craque, qu'il se trahisse, qu'il commette une erreur. Félina gémit doucement. Elle sentait que l'ennemi les encerclait. Stéphane posa une main sur sa nuque. Sa fourrure était chaude et rêche comme du fil de fer. Doucement, murmura-t-il de nouveau, et à cet instant, une voix déchira le silence. Forte, arrogante, amplifiée par l'air glacial. C'était Nicolas qui criait. « Hé, l'ermite, sors de là. On sait que t'as le chat. Donne-le gentiment et tu pourras continuer à vivre dans ta bauge. » La voix frappa les murs du chalet et se brisa en 1000 éclats de glace. Stéphane resta silencieux. Il savait que c'était un mensonge. Il n'était pas venu que pour Félina. « Fais pas le con, mec », hurla de nouveau Nicolas. « On est deux, t'es tout seul. Sors, je te dis. Je te donne 1 minute. » Félina lui répondit par un rugissement. Fort, furieux, plein de haine. Son rugissement était une réponse pour eux tous, pour Stéphane et pour ceux qui attendaient dehors.
Elle était prête à se battre. La minute s'écoula dans un silence total. Alors Nicolas cria de nouveau, et sa voix n'avait plus rien de la fausse cordialité, seulement de la rage et de l'impatience. Comme tu voudras, pourriture. Tu l'auras cherché. Une détonation sèche et brutale retentit. La balle frappa le mur près de la fenêtre, arrachant des éclats de bois. Puis, du côté du mur arrière, un nouveau son se fit entendre. Un son qui glaça le sang de Stéphane. Un bruit de métal raclant le bois et une odeur âcre. L'odeur de l'essence. L'odeur frappa ses narines avant même que son cerveau ait pu traiter le son. Caustique, chimique, déplacé dans ce monde de bois et de neige. De l'essence. Stéphane comprit tout en une seconde. Ils n'allaient pas prendre le chalet d'assaut. Ils allaient y mettre le feu, le débusquer comme une bête de sa tanière. Et s'ils ne sortaient pas, le brûler vif avec Félina. Le plan des braconniers était à la fois primitif et terrible. Le mur arrière, attenant à la pantille à bois, était le plus vulnérable. Le bois sec, imprégné de résine au fil des ans, s'enflammerait comme une allumette. Un « ouf » sourd retentit, comme si quelqu'un avait craché du feu, et une lueur orange et sinistre apparut sous la porte. Une odeur de fumée se répandit, d'abord un mince filet à peine perceptible, puis un flot épais et suffocant. Félina bondit. La terreur primitive du feu l'emporta sur tout le reste. Elle se mit à courir dans le chalet, d'un mur à l'autre, comme un animal en cage. Ses griffes raclaient le plancher, un sifflement de panique s'échappait de sa poitrine. Ses yeux jaunes, qui brûlaient jusqu'alors d'une rage froide, étaient maintenant emplis de folie. Elle ne voyait pas les ennemis, elle voyait la mort rampant sous le plancher. Doucement. Aboya Stéphane, mais sa voix fut noyée par le crépitement grandissant du feu. Il devait agir, et tout de suite. Une attaque frontale était un suicide. Nicolas, avec sa carabine, attendait précisément cela. Il tenait en joue la porte et la fenêtre. Il ne restait qu'une seule issue. Par l'arrière, à travers le feu, à travers le jeune braconnier qui, à cet instant, devait se tenir près du mur en flammes, admirant son travail. C'était sa seule chance, la plus insensée. Mais il ne pouvait pas simplement sauter. Il lui fallait une diversion. Gagner quelques secondes. Son regard tomba sur le poêle. Sur l'énorme marmite en fonte, pleine à ras-bord d'eau bouillante. Le plan surgit instantanément, audacieux, désespéré, comme leur situation. Il saisit la marmite par les anses, qu'il avait enveloppée d'un chiffon. Le métal le brûlait même à travers le tissu. Il la traîna jusqu'à la meurtrière avant. « Désolé, mon gars » marmonna-t-il, bien qu'il ne ressentît pas la moindre pitié. Il ne voyait pas sa cible, seulement la direction approximative d'où était venue la voix de Nicolas. Soulevant la lourde marmite, il projeta de toutes ses forces son contenu brûlant par la fente étroite. Près de 10 litres d'eau bouillante jaillirent en éventail dans l'air glacial. Au même instant, un hurlement de douleur inhumain retentit à l'extérieur, suivi d'un flot d'injures ordurières. Touché. Stéphane ne savait pas où exactement, mais il avait touché. C'était suffisant. Il n'attendit pas. « Félina, ici !» hurla-t-il en se jetant vers le mur arrière. La fumée lui piquait les yeux. Respirer devenait difficile. D'un coup de pied, il défonça le cadre de la petite fenêtre. Un air glacial s'engouffra dans le chalet, se mélangeant à la fumée en un cocktail toxique. Le feu léchait déjà le mur extérieur, grimpant vers le toit. « Vas-y !» cria-t-il, en poussant littéralement le lynx affolé par l'ouverture. Félina hésita un instant, puis sauta, disparaissant dans la neige et la fumée. Stéphane attrapa son fusil, accroché à un clou, son sac contenant les cartouches et une trousse de secours, et le suivit. Il atterrit dans une épaisse congère. Le mur arrière de sa maison, de sa forteresse, était la proie des flammes. Le feu dévorait les bûches sèches avec un rugissement. À quelques mètres de lui, un bidon dans une main et son fusil dans l'autre, se tenait Léo, le jeune braconnier. Son visage, éclairé par les flammes, était déformé par un mélange de choc et de peur. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un sorte vivant de cet enfer. Pendant une seconde, ils restèrent figés, se regardant. Stéphane et le jeune homme qu'on avait envoyé incendier sa maison. Dans les yeux du garçon, il n'y avait pas la méchanceté du chef, seulement de la confusion et une peur animale.
Il n'était qu'un instrument. Mais cet instrument était maintenant pointé sur lui. Stéphane épaula son fusil. Le garçon leva instinctivement le sien. Pas plus de 10 pas les séparaient. Seul le rugissement du feu et les lointaines imprécations furieuses de Nicolas, ébouillanté, troublaient le silence. Félina, tapie dans la neige, grognait en fixant l'incendiaire. Stéphane pouvait tirer. Il aurait dû tirer. Mais il regardait les yeux effrayés en face de lui et hésitait. Ce n'était pas le visage d'un tueur, mais celui d'un chiot traqué qui obéit aux ordres d'un maître cruel. Cette seconde d'hésitation faillit lui être fatale. De la direction de la motoneige, un nouveau coup de feu claqua. La carabine, cette fois. La balle siffla entre Stéphane et le garçon, soulevant une gerbe de neige. Nicolas, malgré la douleur, avait repris ses esprits. Il tirait sur eux deux, sans distinction. Seule la vengeance l'intéressait. Le garçon recula, se baissant instinctivement. La mort venue de son propre camp l'effrayait plus que l'homme armé en face de lui. Ce tir rompit la stupeur. Stéphane comprit que rester là était une mort certaine. « Suis-moi, Félina !» cria-t-il et, sans se retourner, il plongea vers son seul salut, le couvert de la forêt, l'obscurité, loin du feu et de l'espace découvert. Il entendit un autre coup de feu claquer derrière lui. Une branche au-dessus de sa tête éclata en morceaux. Il courait, s'enfonçant jusqu'à la taille dans la neige, suffocant à cause de la fumée et de l'air glacial. Il ne savait pas si Félina le suivait. Il ne savait pas si le jeune incendiaire était encore en vie. Il ne savait qu'une chose, la poursuite avait commencé. Sa maison brûlait dans son dos, se transformant en un gigantesque bûcher funéraire pour sa vie passée, et devant lui, il n'y avait que la montagne sombre, froide, indifférente, qui était maintenant son unique allié et son champ de bataille. Il déboucha sur une petite clairière pour s'orienter et se retourna. Le chalet était presque invisible derrière un mur de feu et de fumée, mais il vit autre chose. Sur sa trace, boitant et se tenant le visage brûlé, avançait Nicolas, le chef des braconniers. Et derrière lui, après une seconde d'hésitation, suivait Léo. Il n'avait pas renoncé. C'était devenu une affaire personnelle. Stéphane replongea dans la sapinière. Il devait les distancer, brouiller sa piste. Il courut jusqu'à ce que ses poumons le brûlent. Finalement, il s'arrêta, adossé au tronc d'un immense pin sans broc. Il était seul. Aucune trace de Félina. Il appela doucement. Félina, seul le silence lui répondit. Il était seul, blessé, sans abri, poursuivi par deux assassins. C'est à cet instant que, de derrière une congère à quelques pas de lui, une silhouette sombre se leva lentement. Ce n'était pas le lynx. C'était Léo, le jeune braconnier, qui avait coupé chemin et lui barrait la route. Il regardait Stéphane en silence, et le canon de son fusil était pointé droit sur sa poitrine. Le canon du vieux fusil ne tremblait pas. Le garçon se tenait immobile. Son visage, dans la pénombre de la sapinière, était pâle, presque gris. Toute sa peur, toute sa panique, semblait s'être cristallisée en ce point unique, un calme immobile et mortel. Il s'était acculé lui-même, tout comme Stéphane. Il n'avait plus le choix. Il devait tirer pour prouver sa loyauté à celui qui les suivait, pour survivre. Stéphane ne bougea pas. Il n'essaya même pas de lever son propre fusil. Le moindre mouvement brusque, et le garçon appuierait sur la détente. Il se contenta de le regarder dans les yeux, et il n'y vit ni méchanceté, ni haine, seulement le vide et le désespoir d'une bête traquée. Doucement, dit Stéphane. Sa voix était rauque à cause de la fumée et de la course, mais égale. C'était le même mot qu'il avait dit à Félina. Il fit un pas minuscule, presque imperceptible, sur le côté, montrant ses mains vides. Tu as entendu le coup de feu. Il a tiré dans notre direction. Pas la mienne. La nôtre. Le garçon secoua la tête, comme pour chasser une mouche importune. Ses lèvres tremblèrent. La ferme, murmura-t-il, mais sa voix manquait d'assurance. Il t'a laissé près du feu, continua Stéphane, tout aussi calmement, enfonçant ses mots comme des coins dans une fissure. Pour que tu brûles avec moi si les choses tournaient mal. Pour qu'il n'y ait pas de témoins. Tu n'es qu'un chien pour lui. Du matériel jetable. Derrière eux, dans la forêt, une branche sèche craqua, suivie d'une injure rageuse et étouffée.
Nicolas était proche, il suivait leur piste. Ce bruit eut l'effet d'un coup de fouet sur le garçon. Ses yeux firent un aller-retour rapide entre la direction du bruit et Stéphane. La panique était revenue. Il était pris entre le marteau et l'enclume, entre l'ermite qui, curieusement, ne tirait pas, et son patron, qui tirait sans viser. Il n'a pas besoin de toi vivant, conclut Stéphane. Et moi, je n'ai pas besoin de toi mort. Va-t'en. Où? Le murmure désespéré et pitoyable du garçon flotta dans l'air glacial. Où aller? Comment quitter les montagnes en plein hiver, avec un tueur à ses trousses et des centaines de kilomètres de désert glacé devant soi? À cet instant, un nouveau craquement retentit dans le fourré, suivi du cri furieux de Nicolas. Léo? T'es où? Bordel, je le vois. Un mensonge. Il ne pouvait pas les voir dans le sous-bois dense, mais c'était un ordre. Un signal. Le garçon, Léo, tressaillit de tout son corps. Il regarda Stéphane avec des yeux fous, puis son propre fusil, comme s'il le voyait pour la première fois. Il fit un pas en arrière. Puis un autre. Il ne baissait pas son arme, mais sa détermination s'était évaporée. Il avait choisi. Pas le camp de Stéphane. Il avait choisi une troisième voie, la fuite. Il tourna les talons et, trébuchant, brisant les branches, il s'élança perpendiculairement à la piste, simplement dans le noir, vers l'inconnu, loin d'eux. Stéphane ne l'en empêcha pas. Il le suivit du regard, puis disparut, se fondant dans les ombres une seconde avant que Nicolas ne déboule dans la clairière. Le visage du chef était effrayant. Un côté, ébouillanté, était couvert de cloques et rougi. Ses yeux brûlaient d'une rage incontrôlable. Il vit les traces de Léo qui partaient sur le côté et cracha une salive sanguinolente. Traître, siffla-t-il, puis il regarda la trace de Stéphane qui s'enfonçait dans la forêt. Il eut un sourire mauvais. Tout devenait plus simple. Plus de partage. La peau du lynx, le fusil de l'ermite et la vengeance. Tout serait pour lui seul. Il vérifia sa carabine et, sans hésiter, se lança sur la piste. Il ne savait pas que ce chemin n'avait pas été choisi au hasard. Stéphane ne fuyait plus de manière chaotique. Désormais, il guidait. Il menait son poursuivant vers un lieu marqué en rouge sur sa carte mentale. Un endroit où lui-même évitait d'aller, même en été. Une tourbière gelée, masquée en hiver sous l'apparence d'une innocente dépression enneigée. Stéphane avançait lentement, mais avec assurance. Il connaissait chaque courbe, chaque butte, chaque îlot de terre ferme dans ce lieu funeste. Il suivait une piste à peine visible, uniquement utilisée par les élans. La neige y était moins profonde, mais sous sa fine croûte se cachait non pas la terre gelée, mais de l'eau glaciale, une boue de tourbe et un enchevêtrement de racines pourries. Il entendait derrière lui la respiration lourde et asthmatique de son poursuivant. Le braconnier était plus grand et plus lourd. Il s'enfonçait dans la neige, pestait, mais avançait obstinément, poussé par la rage et la cupidité. Il voyait la trace de Stéphane et était convaincu de marcher sur un sol ferme. Il ne remarquait pas le changement de végétation, les bouleaux tordus et chétifs qui remplaçaient les pins et les sapins majestueux, signes infaillibles du marécage. Stéphane atteignit le centre de la dépression, un petit îlot couvert de saules. De là, il devait franchir la zone la plus dangereuse pour atteindre la rive opposée, plus élevée. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle et jeta un regard en arrière. Le braconnier était à une centaine de mètres. Il avançait péniblement, mais avec acharnement. Stéphane voyait la vapeur s'échapper de ses poumons, son visage déformé par la rage et la douleur. Il ne voyait pas Stéphane. Il ne voyait que ses traces, menant droit devant. Stéphane se prépara à repartir. C'est à cet instant précis qu'un rugissement familier et étranger déchira le silence. La motoneige. Ce n'était pas le son de la poursuite. Le son venait d'une autre direction, sur la gauche. Stéphane s'immobilisa, scrutant le fourré. Le rugissement s'amplifiait. Qui cela pouvait-il être? Des gardes-chasse? Peu probable. D'autres braconniers? Émergeant des arbres, brisant les jeunes bouleaux, la fameuse motoneige déboula au bord de la tourbière. Au guidon se trouvait Léo. Il n'avait pas fui. Il était retourné à leur camp, avait démarré l'engin et était reparti. Mais pas pour se sauver.
Il venait couper la route à Stéphane, lui bloquer toute retraite. La loyauté envers son maître, ou la peur qu'il inspirait, avait été plus forte que la peur de la mort. Léo aperçut Stéphane sur son îlot et dirigea la motoneige droit sur lui, à travers la tourbière. Nicolas, voyant cela, s'arrêta et épaula sa carabine. Il avait compris la manœuvre de son acolyte. Ils étaient de nouveau 2 contre 1. Stéphane était pris en tenaille. D'un côté, le tireur, de l'autre, la machine rugissante qui fonçait sur lui. Il se jeta derrière les saulées, au même instant, une balle fit claquer les branches au-dessus de sa tête. La motoneige filait droit devant. Léo avait sans doute pensé que la surface gelée tiendrait. Il ne connaissait pas cet endroit. Il accélérait, soulevant un tourbillon de neige. Les 50 premiers mètres furent franchis sans encombre, puis le ski avant, avec un craquement sinistre, perça la fine couche de glace. La motoneige piqua du nez, dérapa. Léo tenta désespérément de redresser la machine, mais la lourde chenille arrière mordait déjà dans la boue de tourbe visqueuse sous la neige. Le moteur hurla à plein régime. La chenille tournait à vide, projetant des gerbes de vase noires et puantes. La motoneige était enlisée jusqu'au ventre. Léo regardait, désemparé, sa machine s'enfoncer dans le marécage. Nicolas, voyant cela, poussa un rugissement de fureur et se précipita à son aide. Il courait droit sur la trace de la motoneige, sur la couverture de neige fragilisée. Il ne pensait plus à la prudence. Il ne voyait que son véhicule bloqué, son partenaire inutile et l'ermite qui était si proche. Stéphane regardait la lourde silhouette courir sur la glace fragile. Il aurait pu crier, l'avertir. Mais il resta silencieux. L'homme fit 2 pas. 3. 4. Puis le sol disparut sous ses pieds. Avec un craquement assourdissant, la glace, fragilisée par la chenille de la motoneige, céda sous son poids. Nicolas, avec un bref cri de surprise, passa à travers. Pas entièrement. Jusqu'à la taille, dans l'eau noire et glacée, mêlée de neige et de tourbe. Sa carabine lui glissa des mains et disparut aussitôt dans la vase trouble. Un silence absolu s'installa, seulement troublé par le crépitement de la glace et un gargouillis. Puis le braconnier refit surface. Il crachait de l'eau, essayant de sortir, mais ses jambes étaient enlisées dans la vase du fond. Il était piégé. Impuissant, désarmé, dans une eau glaciale au milieu d'une tourbière gelée. Et à 10 pas de lui, sur la terre ferme, se tenait Stéphane, son fusil à la main. Stéphane regardait la silhouette qui se débattait dans la boue glacée. Le canon de son fusil était pointé vers le sol. Il ne visait pas. Il attendait. Un silence assourdissant régnait, seulement troublé par la respiration haletante de Léo, figé près de la motoneige, et les bruits de succion désespérés que faisait Nicolas en essayant de trouver un appui dans le fond visqueux. L'eau glacée faisait rapidement son œuvre. Les mouvements du braconnier devenaient plus lents, plus spasmodiques. Son visage, déjà défiguré par la brûlure, commençait à bleuir. « Aide-moi » croassa-t-il, le mot sortant de sa bouche en un nuage de vapeur. Ce n'était plus un ordre, ni une menace. C'était une supplication. Léo, près de la motoneige, eut un soubresaut, comme s'il voulait se précipiter, mais il regarda la silhouette immobile de Stéphane et se figea. Il attendait la décision. Il attendait de voir qui serait le véritable maître de cette maudite forêt. « Aide-moi, putain » hurla de nouveau Nicolas. Sa voix se brisait sous l'effet du froid et de la rage. « Je te paierai. J'ai de l'argent. Je te donne tout. Sors-moi de là. » Stéphane releva lentement la tête et le regarda. Pas le corps qui se débattait, mais les yeux. Des yeux pleins d'une terreur animale. « Pourquoi » demanda doucement Stéphane. Sa voix était égale, sans émotion, ce qui la rendait plus effrayante que n'importe quel cri. Le braconnier se figea. « Quoi ? Pourquoi ? T'es devenu fou ? Je suis en train de geler. Pourquoi es-tu venu pour tuer ? Répéta Stéphane, en faisant un pas vers le bord de la tourbière. Pourquoi avais-tu besoin d'elle ? Les Yvelines ne te suffisaient pas ? La montagne ne te suffisait pas ? Cette question, posée dans le désert de glace, au bord de la tombe que le braconnier s'était creusé lui-même, sonnait comme un verdict. Elle vidait la situation de tout sens.
Il n'y avait là aucune logique de chasse, aucune logique de survie. Seulement la cupidité et la cruauté. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Cria le braconnier, essayant de masquer sa peur derrière sa méchanceté habituelle. C'est juste une bête, juste de l'argent. Sors-moi de là, j'ai dit. Elle est venue me demander de l'aide, continua Stéphane, tout aussi calmement, comme s'il ne l'entendait pas. Elle est venue voir un homme. Et tu es venu la chercher, pour lui arracher sa peau. Tu la suivais à la trace comme un chacal, et tu me suivais pour me tuer. Il se tut. Le braconnier ne criait plus. Il était pris de tremblement. Ses dents claquaient. Il regardait Stéphane, et dans son regard on pouvait lire la compréhension. Il comprit que tout marchandage était inutile, qu'il n'avait pas affaire à un simple ermite, mais à un juge. Stéphane resta immobile un instant de plus, puis il tourna le dos et se dirigea vers l'arbre le plus proche. Il cassa une longue et épaisse branche sèche. Léo se tendit, pensant qu'il allait achever son patron. Nicolas ferma les yeux. Mais Stéphane ne le frappa pas. Il revint au bord de la tourbière et tendit la branche à l'homme qui se noyait. « Tiens, lança-t-il. » Le braconnier regarda la branche avec méfiance, puis Stéphane. Il n'arrivait pas à y croire. Il agrippa la branche à deux mains, avec une telle force que ses jointures blanchirent. « Tire !» siffla-t-il. « Je ne te tirerai pas, » répondit calmement Stéphane. « Si tu t'en sors par toi-même, ta vie est à toi. Si tu n'y arrives pas, c'est ton destin. Tu l'as choisi toi-même en posant ce piège. » Il planta son extrémité de la branche dans la neige, créant un point d'appui, et recula d'un pas. Il lui donnait une chance, un outil. Mais c'était à lui de se sauver. Le silence s'installa. Le braconnier, comprenant qu'il n'aurait pas d'autre aide, se mit à l'œuvre. Il se hissait sur la branche, essayant de prendre appui avec ses pieds sur quelque chose de solide au fond. C'était une lutte atroce, épuisante. Chaque minute, le froid lui volait ses forces. Il grognait, gémissait, mais il grimpait. Grimpait comme une bête blessée, s'accrochant à la vie. Stéphane se tourna vers Léo. Le jeune homme se tenait là, son fusil baissé, regardant la scène bouche bée. « Il a un couteau dans sa poche, » dit Stéphane, en désignant Nicolas qui se débattait. « Quand il sortira, il te tuera. Pour l'avoir abandonné. Pour avoir enlisé la motoneige. Il te tuera pour qu'il n'y ait pas de témoin. » Léo blêmit encore plus. Il savait que c'était la vérité. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-il. Stéphane retira silencieusement son propre fusil de son épaule et le lui tendit. « Le choix t'appartient. Tu peux l'attendre. Tu peux partir. Ou tu peux prendre ça, » dit-il en désignant son fusil, « et devenir le maître de ta propre vie. Mais si je te revois un jour dans cette montagne, je ne discuterai pas. » Léo regarda le fusil, puis son patron qui se noyait, puis de nouveau le fusil. Dans sa tête se livrait une lutte plus terrible que celle qui se déroulait dans l'eau glacée. Il tendit lentement la main et prit le lourd fusil à deux canons. Ses doigts se refermèrent sur le métal froid. Stéphane lâcha l'arme. Il était désarmé, face à l'homme qu'il tenait en joue quelques minutes plus tôt. Mais il n'avait pas peur. Dans les yeux de Léo, il ne voyait pas une menace, mais la naissance de quelque chose de nouveau. La détermination. Léo regarda Stéphane, et son regard exprimait quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Il ne dit rien, hocha simplement la tête, puis il tourna le dos et partit, non pas vers la motoneige, ni vers leur camp. Il s'éloigna sur ses propres traces, pour sortir de cette forêt, de cette vie, emportant avec lui le fusil de Stéphane comme le symbole de sa libération. Stéphane resta seul. Derrière lui, on entendait le halètement et les jurons de Nicolas, qui avait presque réussi à se hisser sur le bord de la tourbière. Devant lui, c'était l'inconnu. Sa maison avait brûlé. Il n'avait ni nourriture, ni abri, ni armes. Juste son sac avec des cartouches désormais inutiles, une trousse de secours, et la nuit qui tombait déjà sur la montagne. Et avec elle, une véritable et sérieuse tempête qui s'annonçait. Le vent se renforça, soulevant des tourbillons de neige. La température chutait rapidement. Stéphane savait que s'il ne trouvait pas un abri dans les prochaines heures, il mourrait de froid, tout comme ce braconnier s'il l'avait abandonné.
Il avait gagné le combat contre les hommes, mais il devait maintenant affronter les éléments. Et dans cette bataille, il était seul. Il tourna le dos à la tourbière et s'enfonça dans la forêt, loin de ce lieu maudit. Il ne se retourna pas. Il ne voulait pas savoir si le braconnier s'en était sorti ou non. Ce n'était plus son affaire. Son affaire, c'était de survivre. Il marchait, avançant à grand-peine. Les forces l'abandonnaient. Le froid le transperçait jusqu'aux os. Il était presque résigné à ce que ce soit son dernier voyage. C'est alors que, à travers le hurlement grandissant du vent, il entendit un son. Un gémissement faible, plaintif, presque inaudible. Un miaulement ténu. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Le son se répéta. Il venait de sa droite, de derrière un chablis enneigé. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ni le cri d'un oiseau. C'était un pleur, semblable à celui d'un enfant ou d'un chaton. Les forces quittaient Stéphane. Il se tenait debout, chancelant, à l'épicentre de la tempête imminente, et ce gémissement ténu et plaintif lui semblait être la dernière hallucination d'une conscience mourante. Mais il se répéta, plus insistant. Ce n'était pas le vent. Poussé par un dernier reste de volonté, Stéphane se traîna en direction du son. Il se fraya un chemin à travers un rideau dense de branches de sapin enneigées et se figea. Sous les racines d'un énorme pin déraciné, dans le trou peu profond qu'il avait laissé en tombant, gisait Félina. Elle n'était pas simplement couchée. Elle était enroulée en une boule compacte, protégeant de son corps quelque chose du vent glacial. En voyant Stéphane, elle ne grogna pas. Elle releva simplement la tête, et dans ses yeux jaunes, il n'y avait ni peur, ni agressivité. Seulement une fatigue immense et une demande muette et désespérée. Et dessous son ventre, de sa fourrure chaude, s'éleva ce même gémissement. Stéphane, avec difficulté, s'agenouilla lentement et vit. Deux minuscules boules de fourrure aveugle, pas plus grandes que sa paume, fouillaient son ventre à la recherche de chaleur et de lait. Des chatons. À cette seconde, le monde entier de Stéphane bascula. Tout prit sa place. Son voyage désespéré jusqu'à son chalet, sa lutte pour la vie, sa patience quand il lui avait mutilé la patte. Elle ne s'était pas battue pour elle-même. Elle s'était battue pour eux. Le piège ne la condamnait pas seulement elle, mais aussi sa progéniture qu'elle portait en elle. Elle était venue le voir, lui, le seul être vivant à des centaines de kilomètres à la ronde, parce que son instinct maternel avait été plus fort que sa peur de l'homme. Elle lui avait confié non pas une, mais 3 vies. Stéphane regardait ces créatures minuscules et sans défense. Le sentiment de culpabilité pour sa maison incendiée, la peur de la poursuite, la douleur de la fatigue, tout cela passa au second plan, devint petit et insignifiant. Devant lui, il y avait la vie. La vraie vie, fragile, exigeant protection. Et lui, l'ancien chirurgien qui avait prêté le serment de la préserver, se retrouvait de nouveau face à un choix. Seulement, cette fois, ce choix était le seul possible. Il tendit la main et toucha la tête de Félina. Elle ne recula pas. Elle ferma simplement les yeux de lassitude et le laissa faire. C'était donc ça, le chat, murmura-t-il. Le vent redoubla de violence, projetant dans leur abri de fortune une poignée de grésil glacial. L'un des chatons piailla plus fort. Stéphane comprit que ce trou sous les racines ne les sauverait pas. Quand la tempête se déchaînerait pleinement, il serait simplement enseveli sous la neige. Il mourrait de froid en quelques heures. Il fallait trouver un véritable abri, une grotte, une crevasse, n'importe quoi. Mais comment les déplacer? Félina était faible, et les chatons trop petits pour survivre même à un court voyage par un tel froid. Il regarda son sac, vieux, en toile, mais épais. C'était leur seule chance. Il se mit à agir rapidement, tant qu'il lui restait un peu de force. Il retira sa veste épaisse. Il ne lui restait plus qu'un mince pull de laine. Le froid s'empara aussitôt de son corps. Il étendit sa veste au fond du sac, créant un nid chaud et douillet. Puis il se tourna vers Félina. « Il faut partir. Patiente encore un peu. » Il lui parlait comme à une personne, et il lui semblait qu'elle comprenait. Lentement, très prudemment, il tendit les mains vers les chatons. Félina se tendit. Un grognement d'avertissement surmonta de sa poitrine. Son instinct maternel luttait contre la confiance. Doucement, dit Stéphane en la regardant droit dans les yeux. Je ne leur ferai pas de mal.
Nous allons tous mourir ici. Doucement, Félina. Il ne détourna pas le regard. Il attendit. Et elle céda. Le grognement s'éteignit. Elle suivait chacun de ses mouvements, prête à bondir sur lui à la moindre alerte, mais elle ne l'empêchait pas de faire. Il prit le premier chaton. Il était presque impondérable, chaud, et sentait le lait. Il le déposa délicatement dans le sac, sur la veste. Puis le second. Il ferma le sac, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'air. Maintenant, c'est ton tour, dit-il à Félina. Elle se leva avec peine sur ses trois pattes. Elle était affaiblie par la mise bas et la faim. Stéphane passa le sac sur sa poitrine, pour le réchauffer de son corps. Il prit la direction du nord, vers la crête rocheuse qu'il avait vue dans la journée. Il savait que dans de tels endroits, on trouvait souvent de petites grottes. Il se mit en marche, s'enfonçant dans la neige. Félina le suivait en boitant, prenant du retard, mais s'obstinant à suivre ses traces. La tempête se déchaîna pour de bon. La neige tombait en un rideau opaque. La visibilité était réduite à quelques mètres. Le vent hurlait dans les cimes, brisant les branches sèches. Stéphane avançait au jugé, s'orientant de mémoire et grâce à la pente du terrain. Il sentait ses forces l'abandonner. Le froid paralysait ses mouvements, transformant ses vêtements en une carapace de glace. Il tombait, se relevait et repartait. La pensée des petites boules chaudes dans le sac sur sa poitrine était la seule chose qui le faisait avancer. Il marcha pendant ce qui lui sembla une éternité. Alors qu'il était sur le point d'abandonner et de s'effondrer dans la neige, il la heurta. Une paroi rocheuse presque verticale, qui se perdait vers le haut dans le brouillard neigeux. Il l'allongea, tâtant la pierre froide de ses mains, et trouva une petite ouverture sombre, presque entièrement recouverte de neige. L'entrée d'une grotte. Il dégagea la neige et regarda à l'intérieur. Une petite cavité, sèche et protégée du vent. Le salut. Il se glissa à l'intérieur et tomba sur le sol rocheux, incapable de bouger. Une minute plus tard, la tête de Félina apparut dans l'ouverture. Elle entra et se précipita aussitôt vers le sac, le reniflant. Stéphane défit le nœud. Félina sortit délicatement les chatons l'un après l'autre et les transporta dans le coin le plus sombre et le plus reculé de la grotte. Elle s'enroula autour d'eux, et les gémissements cessèrent aussitôt. Ils étaient en sécurité, au chaud. Stéphane était allongé sur le sol, sentant son corps se mettre à trembler violemment. Il avait survécu. Ils avaient tous survécu. Il ferma les yeux, sombrant dans une torpeur lourde et visqueuse. Il ne sut pas combien de temps il dormit. 1 heure, 2, peut-être plus. Il fut réveillé par une sensation familière, celle d'être observé. Il ouvrit les yeux. Il faisait presque nuit dans la grotte. Seule l'ouverture étroite de l'entrée formait une tache blanche sur fond de tempête déchaînée. Félina ne dormait pas. Elle était assise près de ses chatons et le regardait. Dans son regard, il n'y avait plus de peur ni de supplication. Il y avait autre chose. Quelque chose de calme, d'intense, de presque humain. Et là, elle fit une chose à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Elle se leva, s'approcha de lui et frotta sa grosse tête contre son épaule. Puis elle lui lécha la joue gelée et gercée de sa langue râpeuse comme du papier de verre. Et soudain, elle se figea. Les poils de sa nuque se hérissèrent lentement. Ses oreilles pivotèrent vers l'entrée. Elle émit un grognement sourd et guttural, qui ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait entendus auparavant. Stéphane se souleva sur ses coudes, scrutant le tourbillon de neige à l'extérieur. Il ne voyait rien, mais il entendit. À travers le hurlement du vent, un autre hurlement lui parvint, long, affamé, à vous glacer le sang. Le hurlement d'un loup. Puis un autre. Et encore un autre. Ils étaient proches. Dehors, dans le brouillard neigeux, une paire de lueurs jaunes s'alluma. Puis une autre, et encore une autre. Il ne faisait pas que passer. Il se tenait devant l'entrée de la grotte. Une meute, attirée par l'odeur du sang de la Misbah, avait encerclé leur unique refuge. Le hurlement transperça les lamentations de la tempête. Ce n'était pas le son de la nature, c'était la voix de la faim, la voix d'une meute qui a trouvé sa proie. Les lueurs jaunes dans le tourbillon de neige n'étaient pas des reflets. C'étaient des yeux, des dizaines d'yeux qui encerclaient leur dernier refuge. Félina se tenait à l'entrée de la grotte,
transformé en un concentré de fureur. Son corps, affaibli par la mise bas, tremblait, mais pas de peur. Les poils de sa nuque étaient dressés comme les piquants d'un porc épic, et un grognement bas et continu, semblable au bruit d'un mécanisme en marche, s'échappait de sa gueule. Elle était le dernier bastion protégeant la nouvelle vie fragile au fond de la grotte. Stéphane, désarmé, épuisé, gelé, comprit à quel point leur situation était désespérée. Les loups ne partiraient pas. La tempête était leur allié. Ils attendraient que le froid et la faim fassent le travail à leur place. L'un des loups, le plus grand, manifestement le chef, s'avança de quelques pas. Il se déplaçait lentement, avec assurance, testant les défenses. Il s'arrêta à quelques mètres de l'entrée, retroussant les babines sur des crocs jaunes. Félina, en réponse, se tassa sur le sol. Ses muscles se tendirent pour le saut. C'était une guerre des nerfs, aussi ancienne que la montagne elle-même. Stéphane savait qu'il perdrait. Félina pourrait se défaire d'un loup, peut-être même de deux. Mais pas de toute la meute. Il devait faire quelque chose. Mais quoi? Il inspecta la grotte du regard. Des pierres nues. Dans le sac, des cartouches inutiles et la trousse de secours. La trousse de secours. La pensée était faible, comme la flamme d'une bougie dans le vent. Il rampa jusqu'au saquet, de ses doigts gourds et gelés, l'ouvrit. Des bandages, de l'iode, quelques comprimés d'analgésiques, et une petite ampoule en verre enveloppée dans du coton. De l'ammoniac. Sa réserve d'urgence en cas de perte de conscience due à la douleur ou à la fatigue. Une arme non létale, mais peut-être la seule qu'ils avaient. L'odorat d'un loup est des dizaines de fois plus fin que celui d'un humain. Une odeur aussi concentrée et caustique pourrait provoquer un choc. Le chef de meute s'avança de nouveau. Il fit une feinte, testant la réaction du lynx. Félina répondit par un coup de patte foudroyant, mais le loup eut le temps de reculer. Derrière lui, la meute s'agita, encourageant son chef par des grognements impatients. Il se préparait à l'attaque. Il n'y avait plus de temps à perdre. Stéphane serra l'ampoule dans son poing. Il rampa jusqu'à l'entrée même, se retrouvant dans le dos de Félina. Elle ne se retourna même pas, totalement concentrée sur la menace. Félina, tiens bon, murmura-t-il. Le chef décida que le moment était venu. Il poussa un aboiement bref et sec, l'ordre d'attaquer, et sauta. Il ne visait pas le lynx, mais l'ouverture, tentant de forcer le passage pour atteindre l'odeur du sang et la proie facile. Félina le rencontra en plein vol. Ce fut un enchevêtrement de crocs, de griffes et de fureur. Le son de la chair qui se déchire se mêla au jappement et au grognement. Ils roulèrent sur le sol, juste à l'entrée de la grotte. C'était la chance de Stéphane. Au moment où la gueule du chef de meute se trouva dans l'ouverture, Stéphane, passant son bras, écrasa de toutes ses forces l'ampoule juste devant son nez. L'odeur acre et insupportable de l'ammoniac frappa les récepteurs sensibles de la bête. L'effet fut instantané et foudroyant. Le loup poussa un hurlement qu'il n'aurait pas poussé de douleur. Il recula en titubant, secouant la tête frénétiquement, comme pour en chasser un clou invisible. Il se frottait le museau avec ses pattes, éternuait. Des larmes coulaient de ses yeux. Il était complètement désorienté. Félina, profitant de l'instant, lui mordit le flanc, mais recula aussitôt. La meute s'était figée. Leur chef, leur leader invincible, se roulait dans la neige en gémissant et en éternuant, vaincu par un ennemi invisible. Dans leur monde, c'était le signe d'une magie terrible et incompréhensible. La peur de l'inconnu se révéla plus forte que la faim. L'un des loups recula, hésitant. Puis un autre. Le chef, reprenant enfin ses esprits, se releva. Il regarda le trou noir de la grotte d'où émanait cette odeur infernale, puis sa meute. Il émit un son rauque et bas, et toute la meute, comme sur commande, tourna les talons et se dissolut dans le brouillard neigeux. Ils étaient partis. Le silence s'installa dans la grotte. Seul le hurlement du vent au dehors et la respiration lourde des deux survivants. Stéphane s'effondra sur le sol de pierre, sentant ses dernières forces l'abandonner. Félina, couverte de sang, le sien et celui de l'autre, rampa jusqu'à lui. Elle renifla sa main qui sentait l'ammoniac et lui lécha de nouveau la joue. Puis elle retourna auprès de ses chatons. Ils avaient survécu à la nuit. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée.
Le monde à l'extérieur de la grotte était transfiguré. D'un blanc éblouissant, pur et silencieux. Stéphane sortit. Il n'y avait pas une seule trace sur la neige. Seulement le soleil, qui se reflétait sur des milliards de flocons et lui faisait mal aux yeux. Il passa un autre hiver dans la montagne. Mais ce fut un hiver complètement différent. La grotte devint leur maison. Ils partaient à la chasse, rapportant du gibier pour eux deux. Il retrouva le fusil de Léo, abandonné non loin de la tourbière, ce qui leur donna une chance. Félina ne quittait pas ses chatons, les protégeant, tandis que Stéphane les protégeait tous. Il regardait les chatons grandir, les voyait ouvrir les yeux, tenter maladroitement de marcher, jouer en attaquant la queue de leur mère. En lui s'éveilla ce qu'il croyait mort depuis longtemps, la tendresse. Il n'était plus un ermite en quête de punition. Il était devenu un gardien. Le printemps arriva, la montagne s'éveillait. Les ruisseaux chantaient sous la neige fondante. La première verdure apparut sur les zones déneigées. Les chatons avaient grandi et s'étaient fortifiés. La bête sauvage en Félina se réveillait de plus en plus. Elle commença à partir chasser seule, rapportant des souris vivantes à ses petits, les éduquant. Stéphane comprit que l'heure des adieux était proche. Un jour ensoleillé d'avril, elle s'approcha de lui. Les chatons, deux petites copies conformes de leur mère, se serraient contre ses pattes. Elle regarda Stéphane d'un regard long et fixe. Il n'y avait ni peur, ni gratitude au sens humain du terme. Il y avait une reconnaissance. La reconnaissance qu'il faisait partie de ce monde. Elle frotta sa tête contre sa main une dernière fois, puis elle tourna le dos et emmena ses enfants vers leur véritable maison, la montagne verte et infinie. Stéphane resta longtemps à l'entrée de la grotte, les regardant s'éloigner, jusqu'à ce que leur fourrure tachetée se dissolve parmi les arbres. Il était de nouveau seul. Mais c'était une solitude complètement différente. Ce n'était pas une punition, mais une liberté. Le vide en lui avait été comblé. Un mois plus tard, en parcourant son nouveau territoire, il trouva sur la terre humide près d'un ruisseau des traces fraîches. La grande empreinte d'un lynx, et à côté, deux autres plus petites, mais déjà assurées. Il s'accroupit, toucha du doigt l'emprunté, pour la première fois en 11 ans, il sourit. Pas d'un rictus amer, mais d'un vrai sourire. Il n'était pas seul. Et la montagne était vivante.